Nous sommes vendredi 22 décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans cette édition d'information dont voici les titres. L'émir de l'État du Qatar, son Altesse royale Sheikh Tamani bin Hamad Al Thani, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail et d'amitié dans notre pays. C'était hier jeudi 21 décembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition d'information. L'émir du Qatar, son Altesse royale Sheikh Tamani bin Hamad Al Thani, accompagné d'une forte délégation, a rendu une visite de travail et d'amitié dans notre pays hier jeudi 21 décembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Voyons ce reportage signé Amadou Diallo et Seydou Niari. C'est à 10h37 que l'avion de l'émir du Qatar s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. À sa descente d'avion, il est accueilli par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, avant de recevoir les honneurs. Après un bref entretien, les deux personnalités et leur délégation se sont rendues au palais présidentiel de Koulouba où elles ont co-présidé l'ouverture de la séance de travail de haut niveau entre les deux délégations. À l'issue de cette séance de travail, un communiqué final a été lu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, suivi d'un point de presse dans la salle de conférence du pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a informé son hôte de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et socio-économique du Mali. Il s'est appesanti sur le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, ainsi que des efforts en cours pour lutter contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel. Son Altesse l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a réitéré le soutien du Qatar et sa totale disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi que le renforcement de la résilience et de la reconstruction post-crise. Les deux parties ont procédé à la signature de deux accords de coopération. Un premier accord qui concerne la coopération dans le domaine de l'éducation physique et du sport entre le gouvernement du Mali et le Qatar. Et puis un deuxième accord, un protocole d'accord relatif au soutien à l'éducation à travers le Fonds qatari de développement et d'une enveloppe de 40 millions de dollars américains. Au plan international, les deux parties ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes comme la plus grande menace à la paix et à la stabilité dans le monde. Elles ont convenu de coopérer étroitement et prioritairement au plan bilatéral, régional et international pour faire face à cette menace. Dans cette perspective, Son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keïta a informé son hôte de la situation au Sahel et soulignant les efforts régionaux entrepris, notamment dans le cadre du G5 Sahel. Concernant la crise diplomatique dans le Golfe, l'État du Qatar se félicite de la position du Mali appelant à la résolution de cette crise par le dialogue. Le président de la République du Mali et l'émir du Qatar, tout en rappelant les résolutions du sommet extraordinaire de l'OCI à Istanbul le 13 décembre dernier, ont exprimé leurs préoccupations suite à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et les conséquences que cette décision pourrait engendrer. Les deux parties ont souligné que cette décision ne contribue pas à la paix, à la recherche de solutions pacifiques à la crise palestinienne, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.
Après cette rencontre entre les deux personnalités, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a raccompagné son illustre à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou aux environs de 13 h. Rappelons que l'émir du Qatar a entamé une tournée dans la sous-région depuis le mercredi en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, au Ghana, en Guinée-Conakry et au Mali. Sur tout autre plan, suite à l'incendie qui a ravagé le marché aux roses de Bamako, le directeur général de l'EDM SA s'est rendu sur les lieux ce vendredi 22 décembre pour constater les dégâts causés par le feu. Suivant ce reportage. Cette visite du directeur général de l'énergie du Mali au grand marché de Bamako est une démarche participative de ce dernier pour constater de visu et prendre des mesures fortes et préventives afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Aujourd'hui, nous faisons tous un constat amer, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous dans l'amertume de voir aussi un poumon économique du Mali qui aujourd'hui permet aux hommes et des femmes de se déplacer pour venir subvenir à leurs besoins. Et si ça se trouve dans cet état, c'est un constat amer. Nous compatissons réellement à ce qui vient de se passer. Et nous avons fait le constat ensemble. Vous-même, vous étiez là. On a visité le marché. Nous avons visité aussi les installations électriques. Vous avez pu constater avec nous qu'effectivement, sur les poteaux électriques de l'EDM, il y a beaucoup de câbles qui descendent par-ci, par-là, qui ne sont pas du fait de la Société Énergie du Mali. On a visité également des magasins. Nous avons aussi visité tout ce qui est les alentours du marché. Dans la normalisation du marché, il faut que chacun ait sa place. Les commerçants doivent avoir leur place. Les agents comme l'EDM-SA qui doivent fournir de l'électricité aussi, doivent avoir sa place aussi. Mais nous avons constaté qu'effectivement, sur le constat même de certains commerçants, qu'il y a des individus mal intentionnés qui vendent de l'électricité, qui bloquent le développement économique des commerçants et qui bloquent aussi le développement économique de la Société Énergie du Mali. Selon lui, des décisions importantes et des sanctions dures seront prises en commun accord avec les acteurs du marché à l'encontre des personnes qui seront reconnues coupables de fraude des installations électriques anarchiques dans le marché. Et conformément à l'article 24 aussi du Code pénal, toute utilisation d'électricité dans un cadre frauduleux sera châtiée par la loi. Et nous allons porter plainte, la police va faire son travail, les tribunaux aussi feront leur travail et aussi le redressement de la facture aussi sera envoyé aux coupables se rendant de cet acte. Nous rassurons les clients, cette action au niveau du marché ne sera pas une action isolée. Elle se poursuivra à tout endroit recevant du public et elle se poursuivra à tout endroit où les gens auront besoin de ces services d'électricité. Les hommes et les femmes qui sont là seront identifiés. Comme on a eu à le dire à M. Djeri, tous les gens qui travaillent dans l'électricité ne sont pas des agents de la Société Énergie du Mali. Les agents de la Société Énergie du Mali sont identifiés par un numéro de matricule. Si les barges ne peuvent plus voir, nous allons prendre des dispositions pour qu'il y ait une confiance. Mais il faut une collaboration correcte, transparente entre l'EDM et ses usagers. Il faut que nous tous, nous soyons ensemble pour lutter farouchement contre la fraude. Que nous luttons farouchement pour le bien-être de la population. Et que nous luttons farouchement pour le bien-être de ce marché. Nous allons nous investir que les travaux de rénovation, les plans d'électrification seront validés par l'EDM. Nous allons nous investir et nous allons mettre aussi quelqu'un à la disposition des commerçants de l'EDM qui va suivre ensemble, qui va les donner aussi des conseils pour permettre à ce que de tels actes ne se reproduisent plus au niveau du Mali. En attendant les résultats des enquêtes, l'EDM SA, à travers son DG, va prendre toutes ses responsabilités pour la réinstallation des poteaux électriques et le contrôle strict des installations et branchements dans le marché. Selon les données, le Mali occupe une place peu enviable en matière de planification familiale avec un taux de prévalence contraceptive de 9,9%. Afin d'inverser cette tendance, le réseau Islam Population et Développement, RIPOD, en partenariat avec le ministère de la Santé et ses partenaires, a initié une session de plaidoyer sur la planification familiale à l'intention des leaders religieux musulmans.
Voyons ce reportage de Abdulkarim Sako et Ibrahim Koulibaly. Cette session fait suite à une série d'actions réalisées par le réseau Islam Population et Développement Report dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national des religieux élaboré en 2015. Elle vise, selon les organisateurs, à accroître la prise de conscience des leaders religieux pour une bonne compréhension sur la nécessité avérée de la planification familiale dont la conformité aux principes de l'islam n'est plus à démontrer. Je dis que vraiment nous sommes là en démocratie. Il y a la démocratie en islam. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Sourate Shura, la sourate de la concertation. Donc tout projet ou bien tout sujet qui vient, il est de notre devoir d'appeler tout le monde, comme nous l'avons fait, comme nous le faisons et comme nous le ferons demain, Inch'Allah. Pour que vraiment, et c'est pourquoi dans les livres, il y a les avis de tous les ulémas, les pour et le contre. Les avis de tous les ulémas. Ceux qui sont pour la planification familiale et ceux qui sont contre la planification familiale. En donnant la vie, plusieurs femmes meurent, plusieurs enfants meurent. Nous avons dit donc que la promotion de la famille ne peut pas aller si on ne trouve pas une solution à cela. Alors la solution, c'est d'espacer les naissances. Parce qu'on a vu que c'est parce que les naissances sont rapprochées qu'il y a souvent des accidents. Alors, comment le faire? Donc, nous nous sommes servis de notre religion, du texte du Coran, pour voir si c'était en porte-à-faux avec le Coran. Mais on a vu que dans le temps, il y avait des méthodes d'espacement de naissance. Donc, la religion n'était pas contre l'espacement de naissance. Tour à tour, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population et celui de la coalition des organisations de la société civile ont mis l'accent sur l'implication constructive des leaders religieux pour gagner le pari de l'espacement des naissances, vecteur de la bonne santé mère-enfant. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, notabilité religieuse, nul doute que la planification familiale ou l'espacement des naissances, en contribuant à réduire de 30% la mortalité maternelle et infantile, est une intervention centrale pour l'atteinte des objectifs de l'agenda de développement durable de 2030. Permettez-moi de rappeler quelques cibles des objectifs du développement durable qui concernent cette discussion. Premièrement, réduire dans les pays la mortalité maternelle à un niveau inférieur à 70 pour 100 000 naissances vivantes. Deuxième objectif, mettre un terme au décès évitable des nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans d'ici 2030. Aujourd'hui, au Mali, quand on parle de planification, les gens y pensent à la limitation. Ce n'est pas la limitation parce que le concept, chaque pays, n'est-ce pas, a adopté un concept de planification familiale. Le concept de planification familiale chez nous, c'est l'espacement de naissance, ce n'est pas la limitation. Pour sa part, le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas manqué de saluer la tenue de cette session avant d'encourager les initiateurs à poursuivre leurs efforts. Mesdames et messieurs, permettez-moi de féliciter les organisateurs de cette session de plaidoyer qui est une première au Mali et dont les retombées nous permettront, j'en suis convaincu, de faire avancer notre agenda commun. En dépit des efforts et des résultats encourageants enregistrés, le Mali reste confronté à des défis qui nous interpellent tous. En effet, avec un indice synthétique de fécondité de 6,1 enfants par femme, et le taux de mortalité est parmi les plus élevés du monde et de l'Afrique avec 368 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Un livret en français et en arabe contenant les argumentaires des leaders religieux a été distribué au cours de la rencontre, a signalé que le réseau Islam Population et Développement Report est un groupement d'associations musulmanes créé le 25 janvier 2005. Par 128 voix sur 193, l'Assemblée nationale des Nations Unies a condamné ce jeudi 21 décembre la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour plus de précisions, suivons ce commentaire signé Ousmane Sogoré. La résolution a été adoptée sans surprise et même largement. Sur les 193 États membres de l'ONU, seuls 9 pays ont voté contre.
Mais en y regardant de plus près, les États-Unis n'y verront pas une défaite infamante, car 35 pays se sont abstenus et 21 ne sont pas venus voter. Il n'y a donc que les 2/3 des membres de l'Assemblée générale qui se sont exprimés en faveur de la résolution. À l'exception d'Israël évidemment, les 10 pays recevant le plus d'argent des États-Unis ont tous voté pour condamner l'initiative de Donald Trump. Dans la liste des pays qui ont voté en faveur des États-Unis, on trouve 4 pays d'îles d'Océanie, mais également le Togo, le Guatemala et l'Honduras. Les Palestiniens ont exprimé leur satisfaction à l'issue du vote. Le vote a également satisfait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est réjoui du nombre important de pays n'ayant pas voté en faveur de la résolution. Dans son entourage, on parle sérieusement du succès pour la diplomatie israélienne. Pour les Américains, la résolution ne change rien à leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Mais l'ambassadrice Nikki Haley a prévenu qu'il y aurait d'autres conséquences. Ce vote va modifier la façon dont les Américains considèrent l'ONU et de la façon dont nous considérons les pays nous manquant de respect à l'ONU. Ce vote restera dans nos mémoires, a-t-elle prévenu. Trump ne devrait cependant pas être traumatisé par cet isolement relatif. Il souhaite depuis longtemps sabrer la contribution financière américaine. Et il semble avoir avant tout géré ce dossier avec des considérations électoralistes. À présent, voyons le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Moussa Fomba. L'armée ivoirienne a lancé une cérémonie militaire à Abidjan ce jeudi 21 décembre pour les 991 premiers volontaires au départ de ses rangs, dont des issus de la marine, de l'armée de terre, des sapeurs-pompiers ou même des forces spéciales. Le ministère de la Défense avait proposé un départ anticipé aux militaires moyennant un chèque de 15 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année 2017 dans le cadre d'un plan de restructuration pour ces 23 000 hommes. Il y a 6 mois, dans cette même enceinte du camp militaire Gallieni à Abidjan, certains militaires mutins tentaient un coup de force contre le gouvernement. Mais jeudi 22 décembre, le ministère de la Défense était accueilli avec enthousiasme par des centaines de militaires de tout corps volontaires au départ. Autant de militaires qui décident de retourner dans le civil parce qu'ils ont d'autres projets ou qu'ils ont tout donné à l'armée au bout de 25 ans. Ces 991 soldats sont les premiers d'une liste que le gouvernement espère longue, car celui-ci a absolument besoin de réduire ses effectifs de 23 000 hommes pour restructurer son armée, un corps qui compte trop d'officiers ou de sous-officiers pour trop peu de soldats du rang. Depuis 2012, la Mauritanie n'avait plus d'ambassadeur et s'était rapprochée de l'Algérie. Donnant, c'est ce qui résumerait tout simplement la décision de Nouakchott selon certains analystes. Après la nomination très attendue cet été du nouvel ambassadeur du Maroc à Nouakchott, la Mauritanie ne pouvait que rendre l'appareil et renvoyer un ambassadeur à Rabat. Mais cette nomination n'est manifestement pas qu'une simple réponse mécanique. Elle reflète aussi une volonté de tourner la page de la part de Nouakchott puisque la Mauritanie a en effet choisi l'homme qu'il faut pour plaire à Rabat. Il s'agit de Mohamed Lamine Ould Aboui qui appartient à une famille historiquement très influente dans les deux pays et au Sahara occidental. Les belligérants de la guerre civile qui frappe le Soudan du Sud ont réussi à se mettre d'accord jeudi. Les armes cesseront de parler à compter du dimanche 24 décembre à 0h. Le texte de 18 pages est signé à Addis Abeba, en Éthiopie, sous l'égide de l'IGAD, Autorité intergouvernementale sur le développement, comprend aussi la protection des civils et l'accès total des humanitaires aux zones de conflit. Depuis 4 ans, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins. Mais ce n'est qu'un début. La revitalisation de l'accord de paix d'août 2015, objectif affiché par les organisateurs, prendra encore du temps. La porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael Makuelet, estime que son pays est sur de bons chemins. Même son de cloche du côté de Angelina Teny, la femme du principal opposant politique au président Salva Kiir, Riek Machar, en exil en Afrique du Sud. Deux médias internationaux ont mené une enquête conjointe sur l'assassinat d'experts de l'ONU en RDC. Pour la suite de l'enquête de RFI et Reuters, les Nations Unies se sont refusées à tout commentaire, estimant que l'enquête était en cours. L'ONU a juste assuré qu'elle souhaitait que justice soit rendue, quels que soient les auteurs. Or, selon les documents contenus dans le dossier de la justice militaire congolaise, relevé téléphonique, document, 3 agents d'État, à savoir un colonel, un agent de l'ANR et un ancien agent, ont tous participé à l'organisation de la mission
mission qui a coûté la vie aux 2 experts et certains d'entre eux leur ont même menti. Des faits qui n'ont été rapportés ni au cours des audiences publiques du procès de Kananga, ni dans le rapport du comité d'enquête de l'ONU. Les 2 pointaient la responsabilité des miliciens Kamounan Sapou. L'Organisation des Nations Unies ne répond pas sur ce point précis, mais insiste. Son comité d'enquête n'a ni confirmé ni exclu la participation des autorités dans ce meurtre. Fin de citation. Alors qu'il enquêtait sur l'assassinat de 2 experts censés remettre une liste de noms de personnalités à sanctionner, le comité d'enquête de l'ONU avait noté avec inquiétude la colère des autorités congolaises sur la question des sanctions. Sport dans cette édition d'information, la Coupe Badegna de la Sotelma Malitel a connu son épilogue ce jeudi 21 décembre au centre aéré de Sotiba. C'est la direction commerciale qui a remporté le trophée aux dépens de la direction des ressources humaines par le score de 2-0. C'était sous la présidence du directeur général de la Sotelma Malitel. Boubacar Traoré et Mohamed Sidibé étaient présents pour Chérif la télévision. Ce tournoi regroupait les différentes directions de la Sotelma, à savoir direction générale, commerciale, financière, technique et des ressources humaines. Ce tournoi était joué sous forme de championnat aller simple. Les 2 premiers se sont rencontrés en finale ce jeudi 21 décembre au centre arriéré de Sotiba. La finale opposait la direction des ressources humaines habillée en maillot vert et celle de la direction commerciale. Après la cérémonie protocolaire, place à présent au coup d'envoi de la rencontre. Dès le début de la rencontre, la direction commerciale affiche ses couleurs en dominant les premières quarts d'heure de la rencontre. D'ailleurs, elle ouvre la marque par Issa Fomba à la 20e minute de jeu. La mi-temps intervient sur ce score d'1-0. À la reprise, la direction commerciale continue à dominer la rencontre. Elle parvient à marquer le 2e but par Draman Djara. Ainsi, le match prend fin sur ce score de 2-0. On a un sentiment de fierté parce que vous savez, une coupe qui s'organise dans une entreprise, c'est quelque chose de très bien. Et nous pensons que cette démarche doit continuer parce que réellement les gens qui se retrouvent après le travail, vous savez, c'est pas facile. Donc quand il y a quand même une certaine joie de vivre sur le terrain, c'est quelque chose de très bien. Donc moi j'ai un sentiment de joie et de fierté par rapport au terme de cette compétition. Ouais, moi je suis très content d'assister à cette finale. On fait ce tournoi, donc c'est sa première édition. Donc ça c'est l'organisation de ce tournoi pour exprimer qu'on est ensemble, pour qu'on renforce l'esprit d'équipe entre la Sotelma, exprimer le sentiment familial, pour dire qu'on est une seule famille. Donc c'est ça, donc c'est une manière pour renforcer l'esprit d'équipe et l'esprit de famille. Et je dis que ce n'est qu'un événement, ce n'est qu'un début. Certainement on aura d'autres manières et d'autres événements pour renforcer et exprimer cette solidarité entre les collaborateurs de la Sotelma. Ce n'est pas nécessairement sportif, mais ça peut être d'autres événements, en tout cas tout ce qui va consolider, renforcer les liens de famille et d'équipe, on va les faire d'une manière ou d'une autre. Hein. À noter que ce tournoi était à sa première édition. Vivement la 2e édition. Inch'Allah. Toujours sport, la Fédération internationale de football association FIFA a décidé de la mise en place d'un comité de normalisation au Mali. Cette décision de la plus haute instance footballistique met fin aux rumeurs qui émulaient à Bamako depuis un certain temps. Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Dans une lettre adressée au secrétaire général de la Fédération malienne de football et dont votre chaîne s'est procuré une copie, la FIFA invalide le comité exécutif de la Fédération malienne de football mis en place le 9 octobre dernier. Elle estime que cette élection ne s'est pas passée dans les règles de l'art. Voilà ce qui met fin à 4 ans de 17 et de tripatouillage de textes, affirment certains spécialistes. On s'attendait à l'arrivée de cette lettre, de ce courrier de la FIFA, puisque nous nous assurions même avant que c'était même irréel, avant le communiqué du ministère des Finances, le ministère des Sports, c'était réel. Donc il n'y a pas de question. Maintenant c'est la FIFA. Je crois que c'est la fin de la récréation. Tout le monde doit se remettre à cette décision de la FIFA si jamais les gens se disent engagés pour le bonheur du football malien.
Parce que c'est ça qui doit être l'intérêt. Parce qu'il y a eu un combat d'idéologie, il y a eu un combat d'interprétation des textes, il y a eu un combat des personnes. Mais aujourd'hui, je crois que c'est fini. La FIFA a mis fin à cette crise qui a duré à peu près plus de 5 ans d'horloge. Donc aujourd'hui, tout le monde doit liguer les efforts pour soutenir le CONOR qui sera mis en place. Je vous dis, c'est la suite logique des violations des coups bas de 4 ans d'années. Donc ils ont remis leur rapport au conseil d'urgence de la FIFA qui a bien traité et à son tour a transmis le dossier au comité exécutif de la FIFA qui s'est réuni là-dessus lors du tirage de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et c'est à partir de cette réunion-là qu'ils ont décidé à l'unanimité de mettre un comité de normalisation sur place et qui commence le 10 janvier et prendra fin le 30 avril. 4 mois avec une feuille de route, les objectifs bien assignés, la relecture des textes, si c'est possible, des différentes ligues et des clubs, si c'est possible, si c'est nécessaire, et ensuite l'organisation d'une élection apaisée avant le 30 avril. En ce qui concerne la fin définitive de cette crise, la réponse des confrères reste mitigée. Cependant, ils estiment que chacun doit mettre ses égos de côté afin de privilégier l'intérêt collectif. Je crois que le rôle de ce comité-là doit d'abord toucher tous les points qui ont suscité des polémiques, tous les points. C'est ça la réconciliation même. Et enfin, d'approcher les différentes parties afin de les faire entendre sur un point commun qui est le football, qui est l'intérêt du football, l'intérêt de la jeunesse, l'intérêt de la jeunesse malienne. Donc il faut ça. Ça doit être le rôle principal même du CONOR. Parce que le CONOR viendra il ne viendra pas en juge, mais il viendra en enquêteur pour mettre fin à tous les problèmes, à tout ce qui s'est passé comme polémique entre parties. Donc le CONOR va faire la lumière sur tout ce qui a été une question de discorde entre les parties. Je pense bien parce que par le passé, quand tu constates la Guinée, le Bénin, d'autres pays, là où ça s'est passé, je pense que c'est bien parti après ce comité de normalisation. Je te dis tout de suite, ce comité a une feuille de route bien établie. Et si on aplanit les choses, c'est-à-dire que les différentes divergences qui existent entre les clubs, les ligues parallèles, les clubs parallèles, on va assainir tout ça et ça va partir sur de nouvelles pistes. Et je pense que ça sera la solution à la crise du football malien. Le comité de normalisation s'attellera à ses missions d'ici le 30 avril 2018. En début d'année, la FIFA a suspendu le Mali de toutes ses compétitions à cause de cette crise complexe. Par cette touche, elle réhabilite le football malien afin de le préparer pour un lendemain radieux. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Chérif Las TV. Au revoir.